Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Donc, on va poursuivre sur les Jeux olympiques, mais cette fois-ci sur une autre polémique qui a éclaté. Cette fois, c'est l'entrée en scène de l'athlète algérienne Iman Khelif à la boxe. Elle était face à l'Italienne Angela Carini et le combat n'a pas duré très, très longtemps. Là, on parle d'un combat de 46 secondes et ça relance tout ce débat entourant justement les athlètes et l'identité sexuelle, l'identité de genre, les athlètes féminines, masculines, intersexes, les athlètes trans, donc tout ce débat entourant la participation donc aux Jeux olympiques. On va en parler tout de suite avec Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Ben oui, trans, intersexe, cisgenre, quand j'entends toutes ces particularités-là, je pense à la chanson « Je suis un gars ben ordinaire » de Robert Charlebois, parce que je suis très banal finalement comme individu, moi, homme blanc, qui aime les femmes profondément. Alors oui, Iman Khelif, qui est cet athlète-là? Ça va être un peu compliqué, là. Je ne vais pas utiliser le masculin ni le féminin parce que, non pas de façon arrogante, parce que c'est comme, on ne comprend pas trop exactement la situation, mais c'est un athlète, ça c'est certain, qui fait dans la boxe et qui l'an passé aux mondiaux a dû passer un test qui déterminait s'il était un homme ou une femme. Il compétitionne, cet athlète, chez les femmes, et le test a conclu que c'était un homme, parce qu'il y avait un taux de testostérone qui était anormalement élevé. Et on a aussi remarqué un chromosome XY. Donc, XY, là, je ne suis pas un spécialiste en sciences, mais apparemment, ce sont les hommes, puis XX, ce sont les femmes. Les hommes doivent être un petit peu plus complexes que les femmes. Ça m'étonne quand même, XY plutôt que XX. Mais donc, on l'a exclu de la compétition, alors que cet athlète était sur le point d'entrer en finale. Donc, il avait quand même réussi à se qualifier à tous les niveaux en distribuant des patates dans le visage des femmes. Et là, en arrivant en finale, on a dit, on va quand même le tester pour se rendre compte que c'était un homme, donc disqualifié. Un an plus tard, il se qualifie, cet athlète, pour les Jeux olympiques. Alors là, on dit finalement que le test en question, c'était bidon. C'était quand même l'International Boxing Association qui avait procédé au test. Donc, dans les médias, depuis quelques jours, parce que le combat était très attendu, le combat de plus tôt aujourd'hui, on disait, bon, il y a un malentendu. Ah, l'athlète subit une campagne d'intimidation et d'harcèlement. Donc, on tournait beaucoup autour du pot. On est même allé jusqu'à dire que c'était un athlète hyper androgène. Donc, on invente un espèce de terme là, pour définir les femmes qui ont un taux anormalement élevé de testostérone. C'est un homme. C'est-à-dire que c'est un homme, là. Le chromosome XY, je ne parle pas de la testostérone. Là. On a remarqué quand même chez certaines femmes un taux anormalement élevé de testostérone, mais on a remarqué un chromosome XY, là. Une combinaison XY, ça fait de cette personne-là un homme. Donc, le combat contre cette Italienne, Angela Carini, t'as dit ça a duré 46 secondes. En fait, ça a duré 46 secondes du moment où la cloche a sonné au moment de l'arrêt de l'arbitre, mais le combat a duré à peine 10-15 secondes parce qu'il y a eu 2 échanges de coups. À 2 reprises, l'Algérien, l'athlète, a donné une grosse patate dans le visage de Angela Carini qui s'est comme reculée, tu sais, comme elle n'avait jamais fait face à un niveau tel de force, et retournée dans son coin. La première fois, elle dit à son entraîneur, là, je sais pas, je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis jamais entraîné contre des gens qui frappaient comme ça. Son entraîneur a dit, on a fait 4 ans d'efforts, on s'est qualifié, fais juste donner une autre chance à l'athlète. Et là, encore une autre patate, bang, dans le visage, retourne et là, dit à son entraîneur, ben non, mais c'est pas une femme, là. Et donc, on a donné la victoire, évidemment, à l'athlète algérien. Et l'Italienne, ça fait de la peine. Elle s'est effondrée sur le ring en larmes en disant, ce n'est pas juste. Oui, mais c'est ça. En fait, toute la polémique vient aussi du fait que, bon, on la présente comme une athlète féminine. Là, tu l'as dit, il y a eu cette question de chromosomes. Ensuite, c'est par rapport au fait que, bon, ça ouvre le débat sur est-ce qu'on parle ici plutôt d'une athlète qui serait intersexe. Dans ce cas-ci, est-ce que ça doit entrer dans la même catégorie que les athlètes transgenres? Est-ce que c'est le même débat? Est-ce que c'est la même chose? C'est pour ça qu'après, il y a des critères. Tu as parlé des critères en lien avec la testostérone. Et ce qui fait polémique aussi, c'est que, un peu comme tu l'as mentionné, c'est qu'elle avait été écartée des mondiaux à New Delhi en Inde en mars 2023. Et ensuite, parce qu'elle avait échoué, on dit, là, au test qui était mis en place par la fédération, la IBA. Et ensuite,
un an plus tard, on dit non, ben là, ça a été autorisé à participer aux Jeux olympiques dans la catégorie donc des femmes. En boxe, ça remplit les règles d'éligibilité. Donc, on voit aussi que dépendamment des fédérations, dépendamment des compétitions, c'est comme s'il n'y avait pas la règle pouvait varier d'un endroit à l'autre. Puis, on va se le dire, on marche toujours sur des œufs là-dessus parce que d'un côté, tu as des fédérations qui ne veulent pas passer pour transphobes. On en revient toujours à la même question. Et au final, ben c'est est-ce qu'on se préoccupe des athlètes? Parce que dans ce cas-ci, c'est vrai, le point d'interrogation, c'est de se dire, dans le cas de boxe, où on mange des coups. Donc, ce sont dans la boxe féminine, on se donne des coups. Puis si effectivement, il y a cet aspect de physiologique qui fait en sorte que on se retrouve plutôt avec des coups d'hommes. Puis il y a aussi des enjeux en lien avec la sécurité. Donc, c'est tout le débat entre la transphobie ou enfin les intersexophobie, je ne sais pas, puis un petit peu ce mystère qui entoure aussi, l'athlète en question. Ouais, tu sais, sans tomber dans la chronique sportive, Karima, il faut quand même insister sur ça. Là. La boxe, c'est pas comme le tir à l'arc. Hein? C'est pas comme si vous opposez un athlète, je sais pas, masculin à un athlète féminin dans une compétition comme de ping-pong. Il n'y a pas de contact, là. Oui, exactement. La boxe, ça, là. La natation, ou peu importe, c'est des sports de contact, de force. Oui, mais c'est pas pour rien qu'on classe les athlètes par catégorie de poids. Moi, j'ai fait de la boxe pendant des années, OK? Puis quand je m'entraînais dans un gym, il y avait des entraîneurs, des fois, de boxeurs beaucoup plus légers que moi qui venaient me voir pour monter dans un ring pour essayer de faire en sorte que l'athlète soit habitué de se battre contre quelqu'un peut-être plus fort, par exemple. Je me suis battu contre des champions canadiens de 145 livres. C'est très mal passé pour eux, là. Puis ils étaient bien meilleurs que moi, mais ils pesaient 50 livres de moins que moi. Donc imaginez un homme contre une femme. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On l'a vu dans le visage de l'Italienne. Elle a vu, ses yeux ont grossi comme ça parce qu'elle n'avait jamais fait face à une force pareille. Mais c'est là qu'on voit que c'est très, très difficile d'aborder cette question-là. Ce débat-là a cours depuis des années, n'est toujours pas tranché parce que ça oppose justement cette fameuse vision du ressenti, du genre, hein, même c'est même plus juste le genre maintenant, là, c'est même la biologie qui serait une construction sociale parce qu'on nous dit ça aussi beaucoup aujourd'hui, que c'est plus juste, oui, tout est construction sociale. Donc, à partir du moment où tout est construction sociale, c'est ça, le biologique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On est en plein dedans. Et on notera l'absurde quand même, Karima, dans cette histoire-là, parce que l'athlète est originaire de l'Algérie, hein, et je pense qu'en Algérie, la question trans, c'est une question légèrement taboue, hein, si on va le dire de même. Mais là-bas, ce que j'ai entendu, c'est dire c'est une athlète féminine, puis on est en train de diffamer, puis c'est de la haine. Donc, on est vraiment sur... c'est-à-dire qu'on veut sauver la face. Hein? On veut sauver la face, puis on veut protéger la chance peut-être de cet athlète-là d'obtenir une médaille pour l'Algérie. Donc, on est dans une espèce de logique légèrement hypocrite, parce qu'on sait bien que les trans en Algérie, ils passent un mauvais quart d'heure. C'est là qu'on voit à quel point ça devient très, très difficile même de parler de ces sujets parce que très rapidement, je pense qu'on l'a mentionné, là, très rapidement, ça bascule dans un espèce de débat. Dès qu'on aborde cette question-là, c'est le procès de la transphobie alors qu'il y a un enjeu, là. Il y a un vrai enjeu, effectivement. Donc, oui, poursuivons un petit peu avec, cette fois, c'est un article dans Le Devoir qui a attiré ton attention ce matin. Oui, on va rester dans le même sujet. C'est un article qui s'intitule « Davantage de propos homophobes et antitrans dans les formations en diversité sexuelle et de genre ». Donc, Le Devoir a rencontré des gens qui donnent des formations pour lutter contre l'homophobie et la transphobie dans des entreprises et des organisations qui en font la demande. Donc, là, ils disent, depuis quelques années, on fait ça, on rencontre évidemment un certain niveau de résistance ou d'ignorance ou alors d'indifférence, mais là, ils disent, depuis quelques mois, donc, disent-ils, donc, ces deux personnes-là, que c'est beaucoup plus agressif puis c'est beaucoup plus décomplexé. Donc, je commencerai par préciser que souvent, ce sont des dirigeants d'entreprise qui en font la demande, mais les employés sont comme pris en otage là-dedans. Donc, ils se font dire, dans 2 semaines, vous avez une formation, vous êtes obligé de la suivre. C'est pas eux qui en ont fait la demande. Ah, oui, mais dans des formations comme ça, c'est obligatoire, là, c'est-à-dire que toutes sortes de formations, là, je parle les fameuses formations, même EDI ou des... en ce moment, c'est comme ça, là, ça fait partie de... C'est un petit peu, j'allais dire la norme. Vous n'avez pas le choix, en fait. Là. Vous devez mais c'est tout.
Je le précise parce que ces gens-là se disent surpris. Donc, ces deux formateurs-là de la Fondation Émergence disent, pourtant, nous, on nous demande de venir. Oui, mais c'est parce que c'est pas les employés qui vous demandent de venir. Non. C'est les dirigeants qui vous demandent de venir. Souvent, ils bénéficient d'une subvention ou alors ils bénéficient de capital social. Hein. Nous, on respecte l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, les employés n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont souvent obligés d'assister à ça. Et là, donc, disent-ils, ces deux formateurs-là, qu'ils font face à des commentaires homophobes et anti-trans. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'un commentaire anti-trans et homophobe. Eh bien, on a des gens, par exemple, ici, qui sont défiants, disent-ils. Donc, on leur dit qu'un homme, c'est pas vraiment ce qu'on a toujours dit que c'était, une femme non plus. Et là, il y a des gens qui disent, attends une minute, pas trop sûr de comprendre. Ça, c'est homophobe et anti-trans, selon ces deux formateurs-là. Il y a des préjugés aussi, donc, qui circulent, des fausses croyances. Donc, des fausses croyances, je devine que ça consiste à croire qu'un homme, c'est un homme. Ça, c'est une fausse croyance parce que, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, Karima. Je sais pas si tu as fait ta mise à jour ce matin, mais un homme, c'est pas exactement ça. Une femme, c'est pas exactement ça. Donc, attention aux fausses croyances. Elles doivent être déconstruites. Donc, dans cet article-là, mais c'est fascinant. Donc, quand on cite des exemples, évidemment, il y a des exemples frappants. Donc, il y a des gens qui sont méprisants, qui décident même de dire, bon, vous êtes ici pour nous contrôler, vous contrôlez les enfants. Donc là, on est dans un discours qui est peut-être un petit peu exagéré là, au plan de l'argumentaire, mais il y a aussi des gens bien ordinaires qui ne comprennent pas aussi vite qu'on voudrait bien leur faire comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a même des gens qui disent, est-ce que c'est de la propagande, ce qui se passe? Et ça, c'est homophobe que de soulever cette question-là, alors qu'on est quand même face à des gens qui viennent défendre une idéologie, là, hein, et qui demandent à des gens de s'asseoir, qui les obligent de s'asseoir devant eux et de les écouter pendant des heures, parfois même une journée. Donc, de soulever la question... Parce que c'est rendu... non, mais je trouve ça important, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que si c'est un atelier, justement, où on veut... c'est justement pour lutter contre les stéréotypes homophobes et tout ça. Si c'est justement un atelier d'échange puis qu'il y a une discussion ou quoi que ce soit, là, est-ce que de poser des questions maintenant, c'est rendu juste de poser une question, c'est transphobe, c'est homophobe? Je sais pas, parce qu'il me semble que pendant des décennies, il y a des choses que les gens ont appris et tout ça, et que s'ils veulent déconstruire certaines idées, ben il me semble que à prime abord, de poser des questions, c'est juste le minimum. Donc, si déjà quand vous osez poser une question, c'est considéré comme de la transphobie. Je pense qu'on est rendu, c'est même plus, on est rendu un 8e niveau maintenant là, dans ce qui est permis de dire, de questionner. Si vous posez une question sur, je sais pas moi, les hommes enceints ou des choses comme ça, des questionnements que les gens peuvent avoir, ben là, vous êtes automatiquement transphobe. Je trouve quand même, en termes de, tu sais, on parle d'inclusion, de dialogue, il y en a pas du tout là. On a l'impression que ça va plutôt à sens unique. Oui, on veut déconstruire, mais on n'est pas capable d'avoir d'échange, en fait. Non, il n'y en a pas d'échange. Puis, tu sais, formation, juste le mot, une formation. Moi, si je m'en vais suivre une formation, c'est pour m'améliorer, c'est pour aller chercher des compétences. Si je veux, par exemple, suivre une formation en radio pour améliorer certaines choses dans ma pratique, ben, j'ai l'impression que je vais aller voir quelqu'un qui est au-dessus de moi puis qui va m'apprendre des choses, qui va avoir une autorité sur moi. Ben là, ça s'appelle une formation. Donc, je ne peux pas reprocher aux gens qui subissent cette formation-là, qui la suivent, d'avoir l'impression d'être en train de se faire endoctriner. C'est une formation, ça s'appelle comme ça. Il faudrait peut-être appeler ça autrement. Écoute, dans l'article, on cite quelques participants. Il y en a un qui dit « J'ai le sentiment qu'une minorité... » Ça, c'est présenté comme un commentaire transphobe et homophobe. Donc, le participant à la formation dit « J'ai le sentiment qu'une minorité audible veut remuer le monde pour moins de 1% de la population. » Ben, c'est exactement ce qui se passe, là. Il n'y a rien d'homophobe et de transphobe là-dedans, là. Je veux dire, des formations qui visent à contrer la transphobie, ben, c'est quand même, quand on la ramène à leur simple expression, c'est quand même une formation qui vise à défendre une idéologie qui concerne 1% de la population. C'est exactement ça. C'est du gros maudit bon sens, là. C'est pas de la transphobie. On en a un autre qui dit « J'ai l'impression qu'on veut m'imposer un dogme. » Mais on vient d'en parler, Karima. Bien sûr que c'est un dogme que de dire qu'il y a plus qu'un sexe, que de dire que le sexe est une construction sociale. J'ai entendu ça dans des séminaires, dans la maîtrise à l'UQAM, là, ça. Que le sexe, non pas le genre, mais que le sexe est une construction sociale. Si on n'est pas dans le dogme, je ne sais pas dans quoi on est, là, dans la magie ou dans la fabulation, mais on est dans le dogme. Donc, et le soulever, ça ne devrait pas s'accompagner du risque de se faire traiter d'homophobe et de transphobe, Colin. Oui, mais aujourd'hui, manifestement, ça en prend pas en fait beaucoup, Puis, tu sais, comme on dit, c'est pas juste de dire, tu sais, on parle par exemple de tolérance et tout ça, ça a même plus à voir avec ça. Là. Évidemment qu'il y a personne
qui veut voir des gens exclus. C'est même pas ça la question, là. C'est même pas ça. Mais comme tu dis, quand on parle de formation, c'est quoi le plan de cette formation-là? C'est quoi le contenu? Est-ce qu'on peut discuter de ce contenu-là? Y a-t-il des choses qui s'ajoutent au fil des années? Mettons, là, ces formations-là, de la formation, je pense que c'est Émergence ou quelque chose comme ça. Fondation Émergence. Fondation, plutôt. Ça a évolué aussi au fil de 10 ans. Tant mieux si ça évolue, mais qui décide justement de ce contenu-là année après année? Est-ce que tous les contenus, est-ce qu'on peut poser des questions? Tu sais, ça veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais est-ce que c'est questionnable? Est-ce qu'on peut avoir des échanges? C'est ça qui est quand même, en fait, moi, je trouve que ça nous pose quand même des questions-là par rapport à ça, là, à ces fameux contenus-là. Qu'est-ce qu'on nous présente dans toutes ces formations-là, que ce soit EDI ou autres? Qui contrôle ce message-là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Ce qu'on peut dire, assurément, c'est que manifestement, vous êtes mieux de vous taire pendant ces formations-là, parce que c'est un peu ce que ça nous dit. Si vous osez lever la main et juste poser une question, déjà, vous pouvez très mal paraître au sein de votre employeur. Vous pouvez être perçu comme étant des récalcitrants, parce qu'il y a ça aussi, il y a des employés qui vont dire, regarde, moi, j'ai rien contre... je suis très tolérant ou quoi que ce soit, c'est juste on me parle de formation, je pose des questions, est-ce que je suis un récalcitrant, est-ce que je vais me faire tasser dans le coin par mon employeur parce qu'on va me dire celui-là Rémi ou Julie ou je ne sais qui, ils sont suspects, ils ont posé des questions. Donc peut-être parce qu'ils ont posé une question, au fond, ils doutent. Donc, au fond, ils sont transphobes. Je trouve que peut-être que dans ce cas-ci, le raccourci, il va peut-être dans l'autre sens aussi. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il va falloir que je te quitte bientôt parce que j'ai une formation. On reçoit un formateur à Cube là, dans quelques instants pour la diversité, l'inclusion, tout ça. Puis je trouve ça important. Non, mais écoute, concluons quand même là-dessus. Une formation, là, au terme d'une formation, on a un résultat. Tu réalises-tu, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui coulent ou qui passent la formation. Donc, quand on nous dit que c'est très inclusif, que c'est pas du tout dans l'idée d'améliorer quelqu'un, de lui inculquer des connaissances, non. Il y a un résultat, une formation. Quand tu suis une formation dans quelque chose, tu la passes ou tu la passes pas. Donc, moi, je vais la couler avec honneur. Bon, je te laisse. Tu as l'air d'avoir une bonne journée devant toi. Rémi, on se reparle demain. Bye bye. Salut.